Bonjour à tous. Lors des épisodes précédents, nous avons défini les différents types de spéciation en expliquant souvent que les populations allaient s'éloigner et qu'un isolement reproductif allait peu à peu apparaître. Dans cet épisode, on va voir les mécanismes possibles de cet isolement. Ces mécanismes, on peut les classer en deux catégories, les prézygotiques et les post-zygotiques. Ok, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait c'est simple. Le zygote, c'est pas un extraterrestre, c'est la cellule qui est le résultat de la fusion entre deux gamètes. Bon allez, on explique. Pour expliquer ce qu'est un zygote, passons par un classique de YouTube, Draw My Zygote. Dans un système simple de reproduction sexuée, le mâle va produire des gamètes, des cellules assez petites et pas chères à produire, pour pouvoir en produire un grand nombre, généralement très mobiles. Chez les animaux, ce sont les spermatozoïdes. La femelle va également produire des gamètes, toujours une seule cellule, généralement plus grosses et moins nombreuses et non mobiles. C'est l'ovule chez les animaux. Dans chaque gamète, on a l'information génétique de l'individu qui l'a produit. Lors de la reproduction, entre un mâle et une femelle, le mâle transfère à la femelle un gamète, qui va rejoindre le gamète de la femelle. Les deux gamètes vont se reconnaître et fusionner, et ainsi donner le zygote, qui aura l'information génétique des deux gamètes. Cette cellule va ensuite se diviser en 2, puis en 4, puis en 8, pour donner à la fin le développement d'un nouvel individu. Donc, les mécanismes d'isolement qui sont dits prézygotiques sont ceux qui se passent avant la formation du zygote, et les post-zygotiques sont ceux qui se passent après la formation d'un zygote. Bon, en fait, les isolements qui existent sont généralement prézygotiques. Les post-zygotiques sont plus rares. En gros, les gamètes fusionnent mais ne sont plus compatibles, et donc ça ne donne rien. Ou alors, ça donne des hybrides qui seront stériles, c'est-à-dire qu'ils ne donneront aucun descendant, quel que soit le type d'accouplement. Dans les prézygotiques, on va d'abord avoir l'isolement géographique. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, j'ai pas arrêté d'en parler dans les 2 épisodes précédents. C'est évident, si on n'est pas au même endroit, difficile de se reproduire pour les organismes qui nécessitent un contact. On a également l'isolement temporel, lors duquel l'accouplement n'a pas lieu au même moment de l'année ou de la journée. Prenons une espèce de grenouille imaginaire, ici représentée par des G. Lors de la reproduction, les mâles vont faire des vocalises pour attirer les femelles. Et disons que, dans cette population, les vocalises ont lieu entre 8h et 13h, avec des mâles avec une variabilité, avec des mâles qui chantent plutôt tôt le matin, ici en rouge, et d'autres plutôt tard, ici en jaune. Disons qu'un événement sépare cette population en 2 nouvelles populations. Et cet événement a fait venir des prédateurs différents entre les 2 zones. Les prédateurs sont attirés par les chants des mâles. Sur la gauche, des prédateurs bleus qui mangent plutôt le matin, entre 8h et 10h, et à droite, des prédateurs jaunes qui mangent plutôt entre 11h et 13h. Ainsi, à gauche, la plupart des grenouilles qui chantent le matin vont se faire manger, car elles vont attirer le prédateur, mais pas celles qui chantent vers midi. Alors qu'à droite, ce sont les grenouilles qui chantent vers midi qui vont se faire manger, pas celles du matin. Si le caractère du rythme des chants est transmis génétiquement, il y aura alors sélection des grenouilles du matin dans la partie gauche et des grenouilles de fin de matinée dans la partie droite. Après quelques générations, les 2 populations qui se rencontreraient ne s'accoupleraient plus puisque la reproduction ne se ferait pas au même moment de la journée. L'isolement écologique. Pareil, je ne vais pas insister, je vous ai déjà donné cet exemple pour les parasitoïdes lors de l'épisode précédent. L'exploitation des ressources différentes, dans le cas des parasitoïdes l'hôte, jaune ou bleu, va isoler les populations entre elles. L'isolement comportemental. Pour que la reproduction se fasse, chez beaucoup d'organismes, il y a besoin de la rencontre entre les 2 individus, mâles et femelles, pour que les gamètes se rencontrent. Pour qu'ils puissent se retrouver, il va y avoir un grand nombre de comportements plus ou moins complexes, qui vont de la recherche de partenaires, à l'attraction des partenaires et enfin à la reproduction en elle-même. Tous ces comportements sont précis et propres à chaque espèce. Je ferai d'ailleurs une ou plusieurs vidéos sur ce sujet touffu et passionnant. Mais si on regarde que les parades nuptiales par exemple, celles-ci sont également très précises. Chant, danse, combat chorégraphié ou spontané.
Si l'une des composantes change, la reconnaissance ne se fait plus. Un oiseau qui aurait un chant précis pour attirer une femelle pourrait voir celle-ci s'envoler s'il venait à changer de chanson. L'isolement anatomique. Pour que les gamètes se retrouvent, je l'ai dit, chez la plupart des organismes, le mâle et la femelle doivent se rencontrer et se reproduire. Il y a d'autres moyens, mais on le verra aussi dans d'autres épisodes. Mais gardons ce système classique. Dans ces exemples, le mâle et la femelle sont comme deux pièces d'un puzzle, qui doivent se correspondre afin que le mâle envoie ses gamètes dans la femelle pour rencontrer le gamète féminin. Si des populations se séparent, avec le temps, il peut arriver que les deux pièces du puzzle deviennent peu à peu différentes. Les mâles et les femelles peuvent se rencontrer, mais ne peuvent plus s'assembler, et donc les deux gamètes ne se rencontrent plus. L'isolement gamétique. Les gamètes mâles et les gamètes femelles ne se reconnaissent pas. Pour expliquer cela, changeons un peu de système, où les mâles et les femelles se rencontrent. Prenons des poissons. Généralement, la femelle va pondre des œufs, ses gamètes, non fécondés, dans l'eau. Le mâle va venir plus tard, et il relâche ses gamètes sur les œufs pour les féconder, pour que les deux gamètes fusionnent. Mais si deux populations sont restées suffisamment éloignées, les différences dans les gamètes mâles et femelles vont conduire à la non-reconnaissance des gamètes et à l'absence de fusion. Heureusement, imaginez cet océan rempli de gamètes mâles de toute espèce, dérivant dans l'eau, qui pourrait fusionner avec n'importe lequel des gamètes femelles de toutes les espèces. Ce serait un beau désordre. C'est la fin de cet épisode sur l'isolement reproductif, et c'est la fin également de la trilogie sur la spéciation, qui, je l'espère, vous a donné une idée un peu plus précise de comment naissent les espèces.